Françoise. Donc, on va démarrer notre webinaire. Juste quelques minutes parce qu'on n'a pas encore tous nos invités qui nous ont rejoints. C'est petit à petit. On voit la salle se remplir. Je vous propose qu'on attende 2 petites minutes histoire d'accueillir nos invités. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je suis avec Aurore qui va participer et qui va animer avec moi ce webinaire. On attend une troisième invitée qui va nous rejoindre. Je vous propose 1 minute. On attend une petite minute. Je vais regarder où nous en sommes. Bon, de toute façon, peut-être que de démarrer, tout le monde va nous rejoindre et que ça va accélérer le mouvement. OK. Bon, ça y est, ça commence à bien rentrer. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre. Moi, je suis particulièrement heureuse de vous avoir tous derrière vos écrans. Malheureusement, je ne vous vois pas. Vous me voyez, mais moi pas. Je suis heureuse et malheureuse de ne pas être avec vous de visu. Les matinales CX Lab, j'espère que bientôt elles vont reprendre et que nous serons tous ensemble et que nous aurons le privilège de nous voir. En attendant, au moins, on garde le contact. Aujourd'hui, donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Et puis, je voulais vous présenter nos invités. Alors, on a une invitée qui est en cours, qui va nous rejoindre, qui est Laure, mais pour autant, Aurore est là. Aurore, je te laisse te présenter en attendant que Laure nous rejoigne. Et avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Et puis, merci beaucoup, Françoise, de m'inviter sur ce webinaire pour présenter ce très beau sujet qu'on va adresser aujourd'hui et que je suis certaine va répondre à beaucoup d'interrogations de notre audience. Donc, je suis ravie de partager mon expérience. Moi, je suis cofondatrice de la société MyFeedback, qui est une société de logiciels de feedback client que nous avons créée en 2012. Et on a le plaisir de travailler ensemble, François, sur de nombreux projets. Donc voilà, c'est un partage d'expériences riche qui va avoir lieu aujourd'hui. Bon, super. Merci Aurore. Voilà, Laure vient de nous rejoindre. Bonjour Laure. Bonjour. Est-ce que tu peux... On t'attendait et donc en attendant, Aurore s'est présentée. Laure, je te laisse te présenter toi aussi. Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Ravie d'être parmi vous sur ce sujet aussi passionnant. Donc, je suis Laure Pourageau et depuis plus d'1 an et demi maintenant, je suis la DRH de la branche avantages et récompenses de l'entreprise Sodexo, qui donc permet d'offrir des solutions et des services de type cadeaux, titres restaurants, etc., sur plus de 34 pays dans le monde. Et pour vous permettre de développer la motivation de vos collaborateurs. Moi, j'ai un parcours de DRH essentiellement dans des entreprises de type techno, digital et software. Et j'ai passé 2 ans chez Talentsoft et plus de 16 ans chez Sage. Et voilà, ce sujet CX et Customer Experience, Employee Experience est un sujet passionnant et clé pour moi. Super, merci Laure. Alors, on va revenir donc rentrer à pieds joints dans notre sujet. Voilà notre agenda. Nous avons 1 heure tous ensemble. Nous allons donc présenter donc les résultats de l'enquête. Alors, très simplement, je ne présenterai que quelques résultats, quelques éléments clés. Et ensuite, en fin de session, vous pouvez vous connecter sur notre site dans la rubrique Contact et nous demander les résultats, l'exhaustivité des résultats, on vous les enverra. Ensuite, je laisserai la parole à Aurore sur un sujet clé extrêmement important qui est l'enquête miroir. Donc, elle vous fera découvrir ce que c'est et surtout à quoi ça sert. Et puis, Laure nous fera partager son expérience de DRH dans plusieurs entreprises et surtout sa connaissance fine et importante du lien entre l'expérience client et l'expérience employée. Puis, nous vous laisserons quelques minutes pour des questions et des réponses. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que avant de rentrer dans le vif du sujet et dans les résultats, vous expliquer pourquoi un cabinet comme le nôtre, qui est 100% dédié à l'expérience client, a souhaité travailler sur l'expérience employée. Alors, ceux qui travaillent avec nous savent que dans la méthodologie que nous utilisons au quotidien, qui est une méthodologie qui permet de
de changer, d'améliorer ou de transformer l'expérience client, nous avons un pilier qui est 100% dédié aux collaborateurs et donc à cette expérience collaborateur. Oups, je suis désolée, c'est moi qui suis fautive. Oh, vous m'accordez une minute. Vous voyez que c'est du live. C'est live. Complètement. Ouais, c'est mon live à moi et je vais me mettre en mode avion tout de suite. Hop là, voilà, excusez-moi. Alors, je vous disais, on a un axe qui est complètement dédié donc à l'expérience employée. Et donc, nous voulions faire deux choses en faisant cette enquête. Première chose, nous assurer qu'on était dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un lien entre les deux. Expérience client, expérience collaborateur, et puis nous forger si c'était nécessaire, des convictions sur la nouvelle offre que nous lançons, sur l'expérience collaborateur et comment la transformer. Donc, c'est chose faite. Nous avons fait cette enquête. Nous vous remercions pour ceux qui ont répondu. Nous avons eu un peu plus de 150 répondants. Et donc, je vais vous présenter donc les quelques chiffres clés que j'ai souhaité vous montrer. Alors, au préalable, le profil des répondants. Alors, plus de 70% des entreprises du secteur privé. J'aurais aimé avoir plus d'entreprises du secteur public. Elles sont sur l'expérience client, mais peut-être que le niveau de maturité n'est pas encore là. 38% des ETI. Alors, les ETI, c'est l'entreprise de taille intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle est coincée entre la PME et elle est en devenir d'une grande entreprise et elle est coincée, donc au-dessus, il y a la grande entreprise. Donc, ce sont des entreprises de taille intermédiaire et qui œuvrent énormément dans l'expérience collaborateur. Ensuite, 43% des personnes qui ont répondu sont des collaborateurs, ce qui veut dire sont collaborateurs. Ça veut dire qu'on a eu une part de managers. Donc, c'était très intéressant puisque bon nombre de managers ont répondu. Enfin, ils sont plus de 67% à être diplômés et Bac+5. Et puis, 37% dans une tranche d'âge qui est de 36 à 45 ans. Ça veut dire qu'on a eu quand même, pour être bien un peu plus précise, un peu moins de 30% de jeunes, c'est-à-dire de 26 à 36 ans, et encore aussi un peu plus de 25% sur la tranche supérieure, c'est-à-dire de plus de 45 ans. Pour ceux qui ont répondu, 55%, donc un petit peu plus de la moitié, ont déjà 15 ans d'expérience. Donc, des gens qui ont travaillé dans l'entreprise, qui savent, qui la connaissent et qui ont peut-être une maturité qui fait que, certainement même, une maturité qu'ils ont d'autres besoins, d'autres envies. Alors, quelques chiffres clés sur l'expérience collaborateur, c'est quoi pour les personnes qui ont répondu? Un chiffre qui, moi, me ravit, c'est que 70% des répondants, pour eux, l'expérience collaborateur, c'est le sens donné au travail, c'est la confiance, la collaboration, l'authenticité des relations, enfin, vous voyez à l'écran, et la qualité du management et des moyens. Donc, on n'est pas du tout dans l'expérience collaborateur, c'est le baby-foot ou les choses comme ça. C'est-à-dire ce qu'on a souvent dit qui était que c'était l'expérience qu'on vivait, etc. Non, c'est du concret, c'est comment je fais mon travail, c'est comment j'appartiens à cette entreprise, comment j'influence l'entreprise, comment moi, collaborateur, je deviens acteur de cette entreprise. 12% des réponses. Alors, ce qui est très, très important ici, c'est que en miroir de l'expérience collaborateur, on dit souvent que l'expérience collaborateur, pourquoi elle est importante? C'est parce que les clients, eux aussi, ont besoin de sens. Ils ont besoin de sens pour consommer, ils ont besoin de sens pour vous choisir, ils ont besoin d'être reconnus, ils ont besoin d'avoir une relation de confiance avec la marque, ils ont besoin, en tant que client, d'avoir une relation personnalisée et d'être acteur de la relation. Donc, on est en phase expérience client, expérience collaborateur, c'est une chance, on a les mêmes enjeux, les mêmes objectifs. 12% des répondants nous disent que c'est l'ensemble des moments clés vécus dans l'entreprise. Fantastique, puisque ça veut dire que les hommes et les femmes que vous êtes derrière cet écran, RH ou pas, vous devez faire en sorte que l'expérience collaboratoire,
elle soit sur l'ensemble du parcours. C'est exactement pareil sur le parcours client. Mais attention, nous devrons également aller identifier ces fameux moments clés qui font que, à des moments clés de l'aventure avec l'entreprise, il faut être vraiment là. Donc, attention, ce n'est pas que le recrutement et les promesses qu'on fait en marque employeur qui font la différence. C'est ce qui va donner vie et qui va être concret tout au long du parcours client et qui va donner vie à la promesse de la marque employeur. Exactement comme en expérience client. Et puis, 6% des répondants, quant à eux, disent que c'est une affaire de bien-être au travail, d'éléments matériels. Bah, écoutez, on ne peut pas leur jeter la pierre. Hein. Moi, je suis d'accord avec eux. Si en plus on travaille de manière efficace, sans se prendre au sérieux et dans une bonne ambiance, avec une rémunération qui est correcte et adaptée, bah, c'est quand même super et c'est le nerf de la guerre. Alors, besoin de sens. Je voulais revenir là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est un élément clé, c'est ce que nous disons tous les jours aux entreprises que nous accompagnons dans le cadre de l'expérience client. Nous leur disons donner du sens à vos collaborateurs, ils en ont besoin. Ça veut dire quoi, donner du sens? Ça veut dire, première chose, à quoi je sers? À quoi sert l'entreprise? Et moi, dans cette entreprise, quel est mon apport? Quelle est la valeur de mon travail? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, l'intérêt de faire ça pour l'entreprise et pour les managers, c'est que, quelque part, vous allez éviter que les collaborateurs perdent du temps à faire des choses qui ne nourrissent pas la stratégie de l'entreprise. Vous allez faire en sorte que le collaborateur soit focalisé sur ses missions et puis aussi comprenne pourquoi il le fait et quelle est sa contribution à l'entreprise et à la stratégie. Mais aussi, donner du sens, c'est aussi faire en sorte qu'il y ait un feedback du client sur le travail qui est réalisé par les collaborateurs. Donc, on voit bien que plus on est organisé et plus on sait pourquoi on travaille et comment on doit le faire, plus la productivité, plus l'efficacité des collaborateurs va être au rendez-vous. Le besoin de reconnaissance, c'est important. C'est important, c'est quand j'ai dit ce qu'il faut faire, quand j'ai dit pourquoi il fallait le faire, et que j'ai évalué la performance du travail des collaborateurs, il faut que je sois capable, c'est absolument indispensable, de reconnaître que le travail est bien fait ou que le travail est bien fait, mais il y a des zones d'amélioration. C'est important. Pourquoi? Parce que ce besoin de reconnaissance, s'il n'est pas là, c'est un risque potentiel pour l'entreprise de perdre ses collaborateurs, alors sans aller peut-être jusque-là, de les démotiver, de faire en sorte qu'ils se posent trop de questions. Non. Reprenons la main là-dessus et expliquons aux collaborateurs ce qu'ils ont fait, c'est bien, et pourquoi, que ce qu'ils ont fait pourrait le faire différemment, et pourquoi. Donc, on revient aussi quelque part dans le sens donné au travail. J'ai souhaité aussi qu'on parle de la rémunération. On ne peut pas bypasser cet élément clé de la récompense et de la rémunération. Attention, on parle de rémunération, mais le mot dans cette slide qui est mis en avant, c'est la récompense. La récompense, ça peut être autre chose que des espèces sonnantes et trébuchantes. C'est savoir dire que le travail est fait, savoir reconnaître qu'il est bien fait, savoir inviter des collaborateurs à travailler sur des projets stratégiques pour l'entreprise, etc. C'est-à-dire faire en sorte que le collaborateur ait une juste récompense du travail et donc la rémunération, c'est une partie, il est payé pour faire ça. Et ensuite, il y a la partie récompense qui va au-delà, qui est de dire, je reconnais que tu travailles bien, je reconnais que tu travailles bien et que tu peux apporter encore l'entreprise, donc je t'invite à faire des choses additionnelles. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, un autre élément qui m'a paru absolument indispensable, c'est de reconnaître aux collaborateurs d'être acteurs. C'est ce que je disais précédemment, faire en sorte qu'ils soient acteurs de la stratégie et qu'il aille au-delà de son poste, peut-être, mais déjà qu'il fasse ce pourquoi il est engagé, c'est déjà bien. Et puis, les moyens. Alors, les moyens, c'était une réponse qui était très importante. Vous voyez le chiffre, 60% des outils informatiques adaptés à l'exercice de leur métier. Et bien, dans cette question, les réponses ont été très claires. L'ensemble des collaborateurs nous ont dit
Nous voulons des outils pour être plus performants. Nous voulons des outils pour faire bien notre travail. Nous voulons des outils pour être efficaces dans notre travail et dans notre relation avec les clients ou avec les autres membres de l'entreprise. Donc là, on est loin je reviens sur mon image du baby-foot, mais on est loin des outils inutiles ou qui facilitent la vie. On est vraiment extrêmement concret, c'est pour bien travailler et pour être efficace. Alors, ce tableau, vous le voyez, qui est un mix entre ce qui est important pour eux et la satisfaction. Donc, on voit bien que ce qui est en top, on a remis les top 5, donc le contenu du travail, la confiance que vous témoignez à l'entreprise. Et puis, on voit également les notes moyennes de satisfaction. Donc, ce sont des notes sur 4. Donc, le contenu du travail est extrêmement important pour le collaborateur. Et puis, si on reprend un élément dont on parle souvent en disant que les collaborateurs ne sont jamais satisfaits de leur rémunération, bon, là, on est sur un 2,5 sur 4. Bon, on voit que les collaborateurs pensent qu'on pourrait faire mieux. Donc, on est dans le droit fil et dans les résultats habituels sur ces sujets. Alors moi, un dernier élément que je ne pouvais pas taire, c'est quelque chose qui m'attriste toujours beaucoup. Bon, ça m'attriste déjà en expérience client, c'est-à-dire que là, les collaborateurs nous ont clairement dit que les mesures clés de l'expérience collaborateur n'ont pas autant d'importance que les indicateurs financiers dans les entreprises. C'est pas surprenant puisque c'est une discipline, l'expérience collaborateur, qui démarre. Il y a un niveau de maturité des entreprises qui est plus ou moins élevé et que j'ai tendance à dire que ça m'attriste parce que en expérience collaborateur client, c'est la même chose. Les indicateurs de mesure de l'expérience client ne sont pas sur les top 5 des dashboards des directions générales. C'est malheureux. Bon, d'un autre côté, ça me ravit parce que ça me montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et que ces sujets sur lesquels nous sommes très, très engagés sont des sujets encore d'actualité sur lesquels il va falloir travailler avec les directions générales. Alors, moi, ce sont les éléments clés que j'ai souhaité porter à votre connaissance. Je vous le rappelle, si vous le souhaitez, vous pouvez demander à la fin qu'on vous envoie la totalité, l'intégrité de l'enquête et des résultats. Je vais passer la parole à Aurore qui va vous présenter ce qu'est un questionnaire miroir et à quoi ça sert. Aurore, c'est à toi. Merci beaucoup François, c'était passionnant et très intéressant toutes ces informations transmises. Du coup, moi, aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter, c'était comment utiliser très concrètement les questionnaires pour que vous puissiez rentrer dans cette démarche de questionnaire miroir, c'est-à-dire mettre en perspective le feedback de vos collaborateurs sur des items précis liés au travail, à leur activité quotidienne, et mettre ça en face de la perception de vos clients pour identifier les axes d'amélioration à prioriser. Donc l'objectif en fait de ce questionnaire miroir va être clairement de définir des plans d'action très concrets au vu de toutes les informations que nous a donné Françoise. L'objectif pour moi, c'est de vous montrer le next step un peu plus concret que vous pouvez réaliser avec un questionnaire. Donc déjà, la définition d'un questionnaire miroir, pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, donc l'enquête miroir, c'est une enquête qui est administrée aux collaborateurs en complément de l'enquête de satisfaction réalisée auprès du client. Donc l'objectif, c'est que sur des moments semblables, vous puissiez interroger ces deux publics de façon indépendante sur des items similaires. Elle permet du coup de confronter l'opinion des équipes avec celle des clients pour opérer les écarts de perception et, de fait, aligner les attentes. Aligner les attentes, pourquoi ? Pour servir, bien entendu, le business. Il ne faut pas perdre ça de vue. L'objectif de ces questionnaires, c'est d'aligner tout le monde dans un but commun, améliorer la croissance de l'entreprise et son business. Donc, les objectifs, quels vont-ils être ? Le premier, ça va être de visualiser les zones d'accord et de désaccord entre les collaborateurs et les clients, donc repérer ces écarts. On va voir qu'il y a différents types d'écarts qui existent un peu plus tard.
Ensuite, ça va être de réaligner les services délivrés par l'entreprise par rapport aux attentes des clients, puisque du coup, c'est vos clients qui font le business et la croissance de l'entreprise. Donc, l'objectif, c'est de les satisfaire pour qu'ils puissent consommer davantage. Et enfin, ça va être de recentrer votre organisation sur vos clients et vos collaborateurs. Donc, c'est de revenir sur ces enjeux fondamentaux de l'expérience client. Pour revenir au dernier graphique partagé par Françoise, l'objectif étant d'inverser la tendance et de faire entrer ces indicateurs liés à l'expérience collaborateur et à l'expérience client un peu plus au centre de l'entreprise. Donc, une question importante, qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette démarche en termes d'amélioration de business? Il y a deux informations qu'on peut partager avec vous qui sont issues d'une étude Voice of Customer de Aberdeen Group. La première chose, c'est une amélioration de 55% sur le taux de rétention de vos clients, ce qui n'est pas très surprenant finalement, puisque quand vous arrivez à délivrer un service et des produits qui vont être en face des attentes des clients, la fidélisation doit s'améliorer nettement et c'est ce qui est concrètement observé. La deuxième chose, côté collaborateur, c'est une amélioration de l'engagement de ces derniers de plus de 37%. Donc là, l'objectif, c'est du coup de conserver, de faire aussi de la rétention de vos collaborateurs en leur permettant d'être plus acteurs de la performance de l'entreprise à travers un alignement des attentes qu'ils ont avec la réalisation de leurs objectifs qui vont impacter le business et la satisfaction des clients. Donc, tout ça est très vertueux. Avec ce type de démarche, les effets sont rapides et de fait très orientés business dans la rétention des clients et la rétention des talents aussi dans vos équipes. Alors, avant de regarder concrètement quel type d'indicateur on va pouvoir envisager, donc le dispositif, il va se concrétiser par un questionnaire à établir auprès de vos collaborateurs. Alors, soit sur des périodes récurrentes au fur et à mesure dans l'année, et là, on va parler du coup de baromètre, ou soit c'est des démarches que vous pouvez faire de façon plus ponctuelle, 2 ou à 4 fois dans l'année si on prend une base trimestrielle. Ensuite, qu'est-ce qu'on va remarquer au vu des réponses faites par les collaborateurs et celles obtenues sur les questionnaires de satisfaction des clients? Donc, il y a 4 axes principaux pour l'interprétation des résultats. Le premier, c'est lorsqu'on va observer un accord positif. C'est-à-dire que les collaborateurs, donc les réponses de vos collaborateurs, sont en phase avec les réponses de vos clients qui sont satisfaits sur les items qui ont été posés. Et donc, on a un accord qui, en plus, génère de la satisfaction. Donc ça, c'est une situation très positive et celle qu'on va tendre à aller chercher. Ensuite, on peut avoir un deuxième phénomène qui est l'accord négatif. Donc, les collaborateurs et les clients sont en accord quant à leur perception des items, par exemple, la qualité des réponses données par un service client. Donc, ils sont en accord sur le niveau de satisfaction et le niveau de perception sur ces deux publics. Par contre, c'est un accord qui, côté client, tend plutôt à montrer que ça génère de l'insatisfaction. Et les collaborateurs sont aussi conscients qu'ils ne sont pas ultra performants sur ce sujet et que ça peut générer de la satisfaction et qu'il y a des progrès à faire sur ce point-là. Donc, c'est ce qu'on appelle un accord négatif. Le troisième axe, c'est la surestimation. C'est là, à la différence des deux phénomènes précédents, c'est un désalignement de la perception du collaborateur et des clients. C'est-à-dire que le collaborateur pense que les clients sont satisfaits alors que c'est faux, que finalement, les clients, eux, s'estiment insatisfaits par rapport aux items soumis à évaluation. La dernière chose et le dernier phénomène, c'est la dévalorisation. À l'inverse, c'est-à-dire que les collaborateurs pensent que les clients sont plutôt insatisfaits et en fait, c'est faux. Les clients sont plutôt satisfaits de ce qu'ils perçoivent en termes de services ou produits. Donc, je reviens sur mon sujet qualité des réponses apportées par le service client. Et bien là, ça serait un cas
où les collaborateurs pensent qu'ils peuvent vraiment mieux faire en termes de réponses à apporter aux clients. Mais en fait, côté client, les réponses qui sont données les satisfont parfaitement. Voilà, donc ça, c'est les 4 phénomènes que vous allez pouvoir observer au vu de l'analyse des réponses des 2 questionnaires adressés à ces 2 publics. Maintenant, on va redescendre à un petit niveau, du coup, au niveau des indicateurs pour comprendre concrètement comment ça peut se matérialiser. Donc ici, je vous présente 2 graphiques format Spider, voilà, ou radar, qui font état des niveaux de satisfaction ou du niveau de qualité de services donnés par les collaborateurs. Donc ici, vous avez le graphique sur la gauche des niveaux de satisfaction des clients et sur la droite, vous avez la qualité perçue par les collaborateurs sur les services rendus. Donc, le premier cas que je vais vous montrer pour l'interprétation, c'est un cas de surestimation. Donc, c'est les collaborateurs qui estiment que le niveau de service rendu est très satisfaisant. Or, côté client, ce n'est pas perçu de la même façon. Donc, ça, sur le graphique, concrètement, ça va être les conseils apportés. Donc, ce qu'on peut voir ici, côté collaborateur, c'est que le collaborateur estime, donc sur un niveau de 1 à 4, avec une note de 3,2, estime que les conseils apportés aux clients sont plutôt de qualité. Or, côté client, ce qu'on peut observer du coup, c'est que le niveau des conseils apportés est autour plutôt de 1,5 et donc va générer de l'insatisfaction client. Donc, c'est un cas très concret de surestimation et un point sur lequel il faut comprendre et aller creuser peut-être un peu plus auprès du client pourquoi ce niveau de perception des conseils reçus génère de l'insatisfaction. Le deuxième cas concret, c'est un cas de dévalorisation. Donc, c'est l'inverse. C'est les collaborateurs qui estiment qu'un item génère de l'insatisfaction, alors qu'au final, les clients sont parfaitement satisfaits de cet élément. Et donc là, le deuxième cas que vous pouvez voir sur le graphique, donc côté collaborateur, c'est que le niveau du process de commande, donc l'expérience de commande et de paiement, ne sont pas évalués comme simples par les collaborateurs. Cependant, côté client, ce qu'on peut remarquer sur le graphique de droite, c'est qu'à l'inverse, la commande et le paiement sont plutôt perçus comme simples par le collaborateur. Et donc là, de la même façon, ce qui peut être très intéressant sur une enquête complémentaire, c'est de comprendre pourquoi le collaborateur estime que le process de commande et de paiement n'est pas simple. Et je dirais même plus dans une étape complémentaire, ça va être peut-être de montrer aux collaborateurs que le niveau de satisfaction des clients est perçu comme bon sur ces items-là. Le deuxième exemple de graphique que je voulais vous montrer, c'est un exemple qui va croiser le niveau d'importance avec un niveau de satisfaction. Donc, je prends par exemple les items que nous avons vus sur le graphique précédent, qui vont permettre d'évaluer le niveau de satisfaction des clients sur différents sujets. Eh bien, ce qui va être très intéressant dans un questionnaire, c'est de, en plus d'avoir ce niveau de satisfaction, c'est de coupler ça avec un niveau d'importance, de type, pour vous, quelle est la chose la plus importante dans l'expérience que vous avez avec notre marque? Et donc, ce niveau d'importance, ce qui va être intéressant, c'est de le croiser avec ce niveau de satisfaction pour avoir ce type de graphique côté client, mais aussi côté collaborateur, qui vont vous permettre, non pas d'analyser, mais maintenant de prioriser les actions à mettre en place. Par exemple, ici, ce que vous pouvez voir clairement, c'est que le niveau de l'achat plus importante pour les clients exprimé est la recherche des produits sur le site ou sur un catalogue, par exemple. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Et en ordonnée, vous avez le niveau de satisfaction. Et là, ce qu'on peut également observer, c'est que le niveau de satisfaction sur cet item, la recherche des produits, n'est pas bon du tout puisqu'il a 1,25. Donc, c'est ici la première action certainement à mener. En tout cas, c'est un axe que vous avez a priori puisque ça génère un gros niveau d'insatisfaction
questions et c'est considéré comme très important dans l'expérience client par vos clients. Et donc, c'est exactement le type de graphique que vous pouvez également générer sur le questionnaire collaborateur pour confronter les deux et in fine prioriser les bonnes actions. Et donc, enfin, du coup, au vu de ces résultats et des choses très concrètes que vous pouvez faire avec un questionnaire miroir, ce qui peut être très intéressant, c'est maintenant vous-même de vous poser la question sur quelle étape mettre en place ces questionnaires miroirs auprès des collaborateurs et des clients pour identifier les axes à prioriser sur un appel au service client, après un achat ou encore après une livraison. On manque de temps, mais ce que je vous invite du coup à faire, c'est de regarder les détails de ces slides pour vous confronter aux résultats des études qui sont menées par différents instituts qu'on a sélectionnés pour vous demander, est-ce que chez vous aussi, est-ce que dans vos entreprises aussi, ce sont ces points-là qui sont identifiés comme les pain points les plus importants sur chaque étape du parcours. Ok, merci beaucoup Aurore. Bien sûr qu'on n'a pas beaucoup de temps, 1 heure, c'est très très court sur des sujets aussi passionnants. Donc, un peu désolée de te couper dans l'élan. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je pense que les auditeurs ne manqueront pas de te recontacter s'ils ont besoin d'informations complémentaires. Alors, Laure, après ce témoignage et cette démonstration d'Aurore qui est super intéressant, quelle est ta réaction là en voyant ces enquêtes miroirs? Je sais que tu en as fait dans le passé. Est-ce que tu peux nous expliquer, ta conviction de l'expérience client, lien expérience client et expérience collaborateur, et puis nous donner un exemple peut-être d'une réalisation dans ta vie professionnelle? Oui, bien sûr. Alors, première chose, les réactions en voyant les chiffres de l'enquête, je veux dire que j'en ai 4, parce que je l'avais vu avant l'enquête, donc j'ai eu le temps de réfléchir un peu. La première réaction, c'est quand on leur demande c'est vous, pour vous, c'est quoi l'expérience client? Moi, j'étais surprise qu'il soit que 12% à dire c'est l'ensemble des moments clés. Parce qu'on sait très bien que dans l'expérience collaborateur, il y a ces choses, ces moments clés sont l'élément principal. Je pense que parfois les gens confondent l'expérience avec ces étapes et qu'est-ce qui fait que l'expérience est bonne. Donc, les 2 premières réponses étaient liées à ça, à mon avis. Deuxièmement, l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle comme l'importance clé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'expérience collaborateur, le fait qu'on soit beaucoup en home office, le fait qu'il y ait du confinement ou du lockdown, etc., ça change vraiment la donne parce que la limite entre le perso et le professionnel est très, très faible. Et c'est vrai que l'expérience collaborateur, elle prend une nouvelle dimension. Il ne faut pas l'oublier aujourd'hui et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. La troisième chose, c'est le fait que les résultats financiers soient toujours perçus comme plus importants que ces résultats-là, les résultats de l'expérience collaborateur, voire de l'expérience client. Moi, je pense que c'est un combat des DRH, c'est à eux de mettre ça à l'agenda. Et moi, à titre, je sais que je me bats tout le temps pour que les sujets RH arrivent en tête quand on présente des communications aux collaborateurs, ou en tout cas que ce soit très équilibré dans l'enchaînement des réunions. Et le quatrième, c'est l'intérêt des enquêtes miroirs. Et donc, je vais rebondir sur ce quatrième point pour parler de mes convictions sur les liens entre X et CX, comme tu me l'as demandé. Je pense qu'il y a 3 éléments qui forgent vraiment mes convictions. C'est la première chose, c'est que quoi qu'on vive, il faut se mettre dans la peau de celui qui le vit. Donc, et ça, c'est important parce que c'est ce qui permet toujours d'améliorer les relations, les résultats, la qualité des services, etc. Donc, toujours se mettre soit dans la peau du client, soit dans la peau d'un collaborateur. Et qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce que je vis moi d'abord? Et qu'est-ce qu'il peut vivre lui et comprendre ce qu'il vit lui? Je pense qu'il y a un deuxième élément, c'est la nécessité absolue de comprendre cette notion de parcours. Et j'ai toujours une bonne illustration qui peut vous faire plaisir, c'est un grand repas dans un très bon restaurant. Alors, c'est un truc qu'on n'a pas vécu depuis longtemps. C'est peut-être pour ça que j'ai envie d'en parler. Mais j'essaie toujours de me questionner, moi, qu'est-ce qui fait que j'ai vécu une belle expérience quand je sors d'un restaurant et que j'ai eu un excellent moment dans cet endroit-là. Et c'est vraiment me questionner, moi, en tant que cliente, et sur tous les parcours. C'est-à-dire, ce n'est pas un seul moment, c'est plusieurs moments. Et le troisième élément qui fait mes convictions, c'est l'alignement stratégique. Il est clair que on ne peut pas apporter un service ou offrir à un client quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, il faut que le collaborateur, l'employé, soit aussi un client, si possible, ou en tout cas, ils connaissent très bien ce que fait le client.
Tout comme nous, quand on est, par exemple, des RH ou managers, on se met dans la peau du collaborateur avec une empathie qui nous permet de comprendre ce qu'il vit. Et dernier élément de cet alignement stratégique, c'est vraiment comprendre ce qui se passe, que ce qui se passe en interne, ça va se vivre en externe. D'accord ? Ce n'est pas étanche. Donc, si on veut qu'il y ait de la qualité qui ressorte du service sur le client, il faut qu'il y ait une vraie qualité en interne aussi. Voilà. Alors après, des exemples, j'en ai plusieurs. Je pense que, par exemple, ce qui est important chez Sodexo aujourd'hui, donc moi, je suis DRH de la branche avantages et récompenses, mais par exemple, je n'étais pas chez Sodexo depuis 3 mois, qu'on m'a envoyé faire un stage ouvrier, ce qu'on appelle un stage ouvrier ou stage de découverte, etc. Donc, j'ai passé 2 jours dans une cantine, restaurant d'entreprise, à faire la cuisine. Donc, j'ai pu vivre ce que vivaient certains collaborateurs et 2, à servir des clients. D'accord ? Je crois que ça c'est une expérience formidable. Et je pense que quand c'est possible de le faire, il faut le faire au maximum. Deuxième chose, quand c'est possible aussi, faire en sorte que les collaborateurs utilisent les services ou les produits. Alors, parfois, c'est plus facile que d'autres. D'accord, suivant le secteur de l'entreprise. Mais ça, c'est mettre le collaborateur dans la peau d'un utilisateur et d'un client, c'est clé. Alors, chez Sodexo, dans la branche qui est la mienne, j'ai le service titre repas, j'ai l'accès à des cartes cadeaux qui me sont remises parfois. Et donc, le fait de pouvoir moi-même me connecter, voir comment ça fonctionne, donc le donner au collaborateur, ça nous met dans la peau du client, et 2, ça permet aussi de donner des feedbacks et d'accéder à de l'amélioration. Chez Talentsoft, il y avait l'utilisation en interne de toutes les solutions de ressources humaines. Et chez Sedge, il y avait la même chose, puisqu'on utilisait en interne nos solutions. Donc, être au maximum dans la peau d'un client. Deuxième chose qui est importante dans des exemples de choses qui ont bien marché, c'est rencontrer les clients, être en contact avec les clients. Et pour parler de l'enquête miroir, je peux vous donner un exemple, c'est Sedge. On avait fait un jour une journée entière d'expérience client. On avait demandé aux collaborateurs d'appeler le maximum de clients avec un scénario, quel que soit le collaborateur. C'était l'assistante, c'était le comptable, c'était le directeur marketing, le CEO. On devait être en contact avec des clients. Et ça a été un résultat assez extraordinaire. Et d'ailleurs, souvent, nos collaborateurs étaient surpris du retour positif des clients, parce qu'on entend toujours parler des clients qui appellent eux-mêmes. Et le fait d'être proactif dans l'appel, ça avait été très fort. Donc, être vraiment en contact avec le client, c'est aussi aller visiter des clients. D'accord ? Je pense que quel que soit son positionnement dans l'entreprise, et encore plus quand tu es dans des postes de très, très haut niveau de décision, il faut aller voir les clients. Et quand on rencontre des possibles clients, leur parler aussi en tant que client. Moi, je sais que parfois, je vais chez des commerçants et je dis « Ah, mais je vois que vous avez la solution Sodexo titre repas, mais comment ça se passe, etc. » Poser des questions et s'intéresser à eux de cette façon-là pour pouvoir en parler. Et en parallèle de ça, quand on est un manager, par exemple, se mettre dans la peau d'un collaborateur. D'accord ? Moi-même, j'essaie d'analyser et j'ai fait des feedbacks sur il y a 1 an et demi, j'ai été recrutée sur Sodexo. Comment ça s'est passé ? Comment sont passés les entretiens ? Comment j'ai vécu ? Et est-ce que j'aligne bien ? Et heureusement, sans faire la publicité, parce que de toute façon, on n'est pas tous parfaits, mais ça s'est très bien passé, ce qui fait que j'y suis très heureuse. Et faire ce parallèle en montrant qu'on est tous des collaborateurs et on vit tous un parcours de collaborateurs. Super. Alors, j'aimerais te poser la question qui est quel risque l'entreprise prend à ne pas mettre en œuvre ce type de projet, d'action ? À la limite, le risque, c'est ne pas faire ce qu'il faudrait que ça fasse pour que ça marche, quoi. Donc, je pense que s'il n'y a pas une bonne connaissance de l'entreprise par les collaborateurs, une bonne connaissance des services, des produits et de qui sont les clients, pour les collaborateurs, l'entreprise, ça va être un échec. Et même chose, il faut bien connaître ses collaborateurs pour pouvoir être capable d'améliorer cette expérience. Donc, première chose. Deuxième élément, ce n'est pas un sujet RH, l'expérience collaborateur. Je dirais même comme l'expérience client, ce n'est pas seulement le sujet du service au client. D'accord ? C'est un sujet d'entreprise, c'est un sujet de leadership, c'est un vrai travail d'équipe et de réflexion en commun. Donc, si on dit l'expérience collaborateur, c'est RH, non. Les RH va construire des programmes, mais il faut en faire un sujet clé de l'entreprise à tous les niveaux. Il y a un troisième élément, je pense, qu'il ne faut pas oublier, c'est la communication. D'accord ? Il faut beaucoup communiquer sur le sujet.
sur le fait que l'expérience client est importante, l'expérience collaborateur est importante, les liens entre les deux. Et ce qui est important pour bien communiquer, et le risque, c'est parfois de ne pas avoir un référentiel de vocabulaire commun. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir des mots qui sont des mots communs si on veut que le lien entre les deux soit important. Vous savez, les mots, c'est performatif, le vocabulaire, c'est performatif. Donc, il faut utiliser un référentiel commun. Je pense qu'il y a un autre élément, c'est ne pas bien connaître les moments clés, d'accord, et être capable de focuser sur ces moments clés, ok, parce que c'est parce qu'on sera capable de donner toute l'énergie sur ces moments-là qu'on sera capable aussi de faire les petites choses en plus, d'accord, mais il faut vraiment aller sur les moments clés et pas s'éparpiller. Et enfin, l'intérêt aussi, je pense, c'est de faire, en dehors de tous les outils de statistiques, de mesures qu'on peut avoir, c'est avoir des vrais focus group avec les collaborateurs, mais c'est la même chose aussi avec les clients, pour leur demander leur retour et pour les rendre aussi acteurs de ça. C'est-à-dire que peut-être, alors, ils sont très acteurs dans l'expérience client, mais dans l'expérience collaborateur aussi. Ce n'est pas parce qu'on est un collaborateur qu'on n'est pas responsable de l'expérience collaborateur. Et donc, les rendre acteurs pour pouvoir améliorer. Alors là, tu viens de… alors, tu donnes… en fait, dans ton témoignage, tu montres combien il est important donc de focaliser sur les moments clés. Aurore nous en a parlé aussi, donc c'est-à-dire pouvoir les mesurer, savoir où il faut investir. Tu nous as parlé de programmes entre guillemets vie ma vie, parce qu'en fait on décilote, on collabore, etc. et on sait ce que fait vie le voisin. Tu nous as parlé aussi de quelque chose de très très important qui est faire en sorte que les collaborateurs soient des acteurs, des clients de l'entreprise. Alors, moi, je veux juste dire un mot là-dessus. Je travaille avec beaucoup de clients qui me disent, oui, mais on n'arrive pas à accéder aux clients parce que on n'arrive pas à créer des panels, etc. Bah, voilà, mais vous avez peut-être vos propres collaborateurs qui utilisent des solutions de l'entreprise. Prenez-les comme acteurs de cela. Alors, on a parlé, merci infiniment de tout ça. Pour finir, on a parlé, la dernière slide tout à l'heure qui me tenait à cœur et que je disais que c'était un peu triste, c'était la mesure, l'indicateur. C'est quoi pour toi l'indicateur de mesure? 1, 2 peut-être? Ce serait quoi? Je pense que pour le client, on a NPS, pour les collaborateurs, on a le INPS. Je pense qu'il est important de faire des enquêtes de ce type-là. Après, ce qui est important, c'est de faire des plans de progression. C'est-à-dire, une fois qu'on a des indicateurs, des KPI, c'est les indicateurs d'engagement, c'est le INPS, c'est les feedbacks des focus group qualitatifs. Je pense que c'est être capable de mesurer le progrès. C'est-à-dire que, comme je dis toujours, souvent en RH, je dis c'est bien, c'est comme pour tout, on a la photo, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le film. Donc, les indicateurs, à un moment, c'est une photo, mais ce qui va être intéressant, c'est comment on progresse et quelles décisions on prend pour progresser, où est-ce qu'on met l'énergie. Par exemple, si vous avez un taux de 90% de satisfaction sur un sujet, bon, est-ce que ça vaut le coup de mettre beaucoup d'énergie pour passer de 90 à 92, en sachant qu'à partir d'un certain niveau, ce sera important. Donc, plutôt aller cibler les endroits où il y a le plus à faire. Je pense qu'il est important aussi de travailler avec ceux qui ont des avis négatifs. Il ne faut jamais les oublier et essayer de les faire parler. Et les neutres aussi. Arriver à cibler qu'est-ce qui est neutre. Parce que vous savez, dans le INPS, c'est souvent cela qu'on peut plus faire basculer dans le positif. Et après, je pense que c'est aussi combien de fois on pose des questions relatives à ça dans la vie de l'entreprise. Moi, par exemple, quand je recrute, même si je recrute des patrons de pays, des CIO ou des choses comme ça, j'ai toujours des questions sur l'expérience collaborateur et l'expérience client. Des questions de type, quelle est la dernière expérience client en tant que client que vous avez vécue? Si les gens sont capables de me dire ça, c'est bon, ça veut dire qu'ils comprennent ce que c'est. Quelle est la dernière belle expérience que vous avez donnée à un client? Okay. Qu'est-ce qui s'est mal passé avec un client une fois que vous avez réussi à retourner? D'accord. Des questions de ce type et des mêmes types de questions sur l'expérience client. Et donc ça, c'est un indicateur quand on veut recruter. Puis après, une fois qu'on a des mesures qui sont bien précises et que c'est bien compris dans l'entreprise, pourquoi pas le mettre dans les objectifs? C'est-à-dire, on paye les gens sur le revenu, sur le profit, on peut les payer sur des… Mais on peut aussi mettre ça, quand c'est clé, dans les éléments de récompense des collaborateurs. Alors, pas tout de suite, il y a une partie éducationnelle à faire, je pense. Et ça, c'est clé ensuite. Voilà, donc la mesure est importante, mais elle ne suffit pas. La progression, c'est ça qui compte. Et puis, c'est ça qui engage les gens. D'accord, donc la mesure, c'est comme ce que tu viens de dire, hein, donc à l'égal de l'expérience client, ça a été on va dire
la faiblesse de l'expérience client, on n'arrivait pas à mesurer ses impacts sur l'organisation, etc., sur les clients. On voit qu'en travaillant, en étant un peu intelligent, en tirant un peu les modèles et en faisant des corrélations, on arrive à mettre en avant des mesures tant pour l'un que pour l'autre, expérience collaborateur, expérience client. Et en Ok, plus, donc excuse-moi François, si je peux oui, compléter, une minute. Hein. Sur oui, je t'en l'expérience prie. collaborateur, en plus, là, chez Sodexo, on utilise des outils qui permettent de faire une photo et donc mesurer la progression régulière dans l'année. Mais il y a aussi de nouveaux outils qui permettent de créer des enquêtes très rapides en ligne. Le manager peut poser des questions et chatter vraiment avec des collaborateurs sur ce type de sujet. Donc, ce que j'aime bien, c'est le côté permanent et le côté progression avec des étapes. C'est comment on arrive à bien gérer les deux et en faire un outil de tous les jours quasiment, c'est-à-dire un outil de management aussi. Oui, donc on passe au-delà de l'enquête annuelle, etc., Ouais. mais on pilote la satisfaction, la compréhension, c'est tout ce qu'on a dit tout en début, hein, le sens, la compréhension des enjeux, des objectifs, etc., par des questions, par des choses qui sont vivantes et qui sont à la main du manager et de ses équipes. Donc là, il y a de la co-construction, voilà. Donc on est vraiment dans tous les modèles vertueux. Ok, super, merci Laure, c'était super, super intéressant, merci infiniment. Je pense qu'on a on a des questions, on a des commentaires. Alors, on a quelques commentaires. Donc, on a une personne qui nous dit c'est celui qui fait, qui sait. Ben, ça, c'est plein de bon sens, hein, et donc, en effet, hein, demander, on fait beaucoup de temps, on prend beaucoup de temps à faire des enquêtes clients, des enquêtes collaborateurs, etc. Pour les clients, ce qui ne va pas, on sait souvent qu'en posant la question au collaborateur, on sait que lui, il a la réponse. Celui qui est proche du client a la réponse. Donc, peut-être que de temps en temps, un peu de bon sens, interroger les services clients, les associés, c'est aussi très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme commentaire? Est-ce qu'on a, on a donc les enquêtes miroirs, donc c'est en ricochet à l'intervention d'Aurore, permettent d'identifier les mécanismes et les processus qui manquent de formation et les manques de formation, les défaillances de processus et les manques de formation. Donc c'est pour aller dans le sens d'Aurore en disant que c'est extrêmement utile puisque on voit qu'il peut y avoir un décalage entre ce que les clients pensent et ce que les clients pensent. Donc ça permet d'aller au-delà. Et puis une idée certainement d'une personne qui l'a fait ou qui ambitionne de le faire. Je ne sais pas si tu l'as fait, Laure, qui est de faire venir des clients au COMEX. Oui, bien sûr. On a fait, oui. Oui, voilà. J'ai déjà réalisé des événements avec soit des COMEX, soit des événements de leaders, etc., où des clients venaient pour témoigner, bien sûr. Et ça, c'est toujours des moments très forts. Et puis, il ne faut pas prendre que ceux qui sont contents, il faut prendre aussi ceux aussi qui ont des choses d'amélioration à donner, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Hein. Faut accepter sa vulnérabilité et le fait qu'on peut toujours s'améliorer. Et aussi, j'avais fait un séminaire avec les principaux leaders dans une entreprise où on leur avait donné un jeu de rôle et ils devaient se mettre dans la peau de quelqu'un qui voulait acheter un produit, dans la peau de quelqu'un qui avait un problème avec un produit ou un service, etc. Et là, c'était les top leaders, chose qu'ils ne faisaient pas souvent, et ça avait été très formateur. Après, c'est vrai que quand on peut arriver à faire sortir des membres du COMEX et le DG en particulier et l'emmener. Alors, il y a des programmes qui sont lancés là-dessus où on emmène le DG chaque trimestre, écouter des conversations au centre d'appel, etc. Ça le remet vraiment dans les chaussures du client. Donc, c'est super. Et ça lui permet de voir non seulement, et ça, c'est hyper vertueux, ce que veut le client. Donc, on reconfirme les attentes, etc. Mais ça permet aussi, il s'aperçoit des moyens et de la difficulté, le cas échéant, du collaborateur à donner une suite favorable. Et on s'aperçoit, moi je le dis tout le temps, j'ai jamais vu de collaborateur qui voulait le matin mal faire son travail. Donc, c'est souvent l'organisation qui donne pas les moyens ou qui a mal formé, etc. Et on voit
de la sous-qualité ou de la sur-qualité parce que les collaborateurs compensent. Et donc, ils vont au-delà de ce qu'ils devraient faire pour s'assurer que le client est satisfait et pour donner une bonne réponse, etc. Alors, une question. Communiquez-vous comment communiquez-vous sur les résultats des enquêtes collaborateurs en interne? Laure, tu réponds, Aurore? Oui, sans problème. Écoutez, comment on communique on fait, il y a plein de façons. Il y a des communications, il faut utiliser tous les canaux. Hein. Il y a des communications écrites, il y a des communications par webinar, il y a des débriefs faits par les managers. Et ensuite, il y a des focus group qualitatifs, là où on estime que c'est nécessaire pour travailler sur les résultats ensemble. Et on donne accès aux résultats. Évidemment, on donne des accès globaux pour ce qui est global, par département ensuite. Et on implique énormément le management et les HR business partners, ceux qui travaillent, les HR qui sont près des équipes pour pouvoir communiquer. Donc, tous les canaux. Ok. Alors, je rajouterais juste un petit truc qui est que la communication, c'est une chose, donc c'est le partage du feedback qui est absolument essentiel, hein, puisque dans une enquête collaborateur, la plupart du temps, on a quand même une réserve des collaborateurs, il faut le dire, peut-être de moins en moins, mais bon, les collaborateurs, ils ont peur qu'on utilise ce qu'ils disent, etc. Plus vous êtes transparent dans les retours, plus vous donnez confiance à vos collaborateurs de l'utilisation vertueuse de ces feedbacks. C'est pas pour casser du collaborateur, c'est vraiment pour s'améliorer. Et ce que disait Laure est extrêmement important, c'est-à-dire qu'après, c'est comme l'expérience client, il faut une équipe, des managers qui drivent ça et qui font le retour sur les améliorations, sur les axes qu'ils ont choisi d'améliorer. C'est-à-dire que on a 10 plans d'action, on a 10 choses, et ben on va pas en faire 10, on va en faire 2 et on va les faire bien. Voilà. Et donc le collaborateur, il a besoin, et ça c'est du respect, il a besoin d'être qu'on lui dise ce qu'on va faire, etc. Et de venir régulièrement. L'entreprise n'a pas toutes les solutions, elle n'a pas des moyens infinis non plus, et donc le rendre acteur, c'est ça. C'est lui dire, voilà ce qu'on va faire et comment on va le faire. Alors, une autre question. Comment on adresse l'expérience des managers, mesdames? C'est des collaborateurs, hein, les managers, d'abord. Oui, bien sûr. Moi-même, même si je suis la DRH, je reste une collaboratrice de l'entreprise. Donc, je pense que y a deux façons. Il y a un premier axe, c'est concevoir que ce sont des collaborateurs comme les autres. Donc, les managers, c'est pas parce un directeur qui a des managers dans son équipe, c'est pas parce qu'ils sont managers qu'il ne va pas apporter le même soin à son expérience. Et il y a un deuxième volet, c'est comment accompagner le manager à travailler l'expérience de ses collaborateurs. Voilà, c'est à peu près les deux axes. Alors, pour répondre aussi un petit bout, je dirais que le manager, il est aujourd'hui, alors ça s'améliore peut-être, mais le manager, il est dans une position qui est un peu inconfortable. C'est-à-dire qu'il est des fois entre le marteau et l'enclume. Et on a souvent tendance à travailler sur l'expérience du collaborateur et un peu moins sur l'expérience du manager. Pourtant, l'expérience du manager est absolument indispensable parce que c'est une courroie de transmission dans l'entreprise. Et donc, automatiquement, je ne veux pas dire qu'il faut veiller plus sur eux que sur les collaborateurs, mais il faut quand même faire en sorte que ce soit eux qui aient l'information. Alors, des choses simples, hein, qu'ils comprennent la stratégie, qu'on leur ait bien expliqué, qu'ils aient vraiment des réponses, donc qu'ils aient eux-mêmes des réponses à leurs questions pour pouvoir les transmettre. C'est fondamental, cette courroie de transmission, et on s'aperçoit que souvent dans les enquêtes collaborateurs, le collaborateur a plus confiance dans son manager que dans la direction générale. Alors, parce que la direction générale est loin, à elle de se rapprocher des collaborateurs, mais voilà, il faut vraiment investir sur l'expérience manager. Je suis assez d'accord sur ce sujet. Et pour le protéger et faire en sorte que ce soit vraiment un leader positif au service de la stratégie de l'entreprise. Aurore, tu veux rajouter quelque chose? C'est passionnant. Moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, sur les managers, il y a un vrai sujet lié à la proximité équipe. Et puis lié aussi au changement des attentes des collaborateurs.
On a des publics qui évoluent, on a des profils de collaborateurs qui évoluent aussi avec les nouvelles générations, des attentes qui attendent. Donc, je pense que voilà, plus que jamais, l'accompagnement des managers pour continuer à délivrer une qualité de service tout en réussissant à s'adapter aux nouvelles variables liées à ces nouveaux types de collaborateurs est extrêmement importante. Donc, je partage. Et pour rebondir sur ce que disait Laure tout à l'heure sur la communication des résultats, nous, notre job, c'est de fournir les meilleurs outils pour être dans la transparence que tu indiquais, Françoise. Par contre, pour revenir et acquiescer les propos de Laure, l'accompagnement à la lecture et à la compréhension des résultats est fondamental. Puisque voilà, il n'y a rien de pire, je pense, que une analyse mal interprétée ou mal comprise qui peuvent avoir l'effet inverse. Donc, effectivement, faire très attention à la façon dont on va communiquer ces résultats. Alors, merci infiniment, Laure, Aurore, parce qu'en fait, oui, tu rajoutes quelque chose qui est ces nouvelles générations, ces fameuses nouvelles générations. Et oui, il faut savoir les gérer. Et en effet, c'est intéressant d'investir aussi auprès des managers et de leur donner les outils pour le faire. Parce que souvent, ils sont un peu démunis. Ils sont un peu démunis sur ces éléments. Alors, on a 2 autres questions, mais je pense qu'on y a répondu. La première était, revenez-vous vers les collaborateurs avec des plans d'action suite aux enquêtes internes. Et une autre personne qui nous dit, souvent, on communique sur les résultats, mais les plans d'action, jamais. Alors, oui, c'est vrai. On ne peut pas dire que c'est pas vrai ce que vous dites. On l'a vécu, Laure, parce que dans une autre vie, Laure et moi, on a travaillé ensemble à la RH, comme quoi l'expérience client et le client mène à tout. On se disait qu'on a toujours veillé à ça, toutes les deux. On a toujours veillé à ce que ce qu'on peut dire, on le dise, et ce qu'on dit qu'on va faire, on le fasse. Et Dieu seul sait, je ne sais pas si tu te souviens, Laure, mais il y a des fois, c'était extrêmement difficile parce que les managers, il fallait aller les prendre par la peau du dos et les secouer pour leur disant, voilà, tu t'es engagé à faire ça, où tu en es, etc. Donc, ça nécessite quand même des équipes expérience employée, si d'aventure c'était elle qui s'en occupait, un travail important de change. Il faut changer les mentalités, il faut former, il faut éduquer. C'est comme l'expérience client, il faut faire en sorte qu'on revienne, qu'il y ait des boucles vertueuses qui se mettent en place. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ouais, si je peux rajouter quelque chose par rapport à, c'est la même chose, je pense, dans l'expérience client que dans l'expérience collaborateur, si on fait des enquêtes, c'est parce qu'on veut améliorer. On est bien d'accord. D'accord, on veut mesurer un instant T et on veut améliorer. Et qu'est-ce qu'on veut améliorer, c'est lié aussi à la stratégie de l'entreprise et avec qu'est-ce qu'on met en œuvre en stratégie RH sur le sujet. Donc, une fois qu'on a la picture, qu'on met en relation avec cette stratégie et où est-ce qu'on va améliorer, il ne faut pas lancer un plan d'action avec 50 actions parce qu'on n'y arrivera pas. D'accord ? Il faut être modeste et dire, par rapport à ma stratégie RH, ce que je veux améliorer parce que ça va être clé, c'est 1, 2, voire 3. Okay ? C'est le maximum. Et ça, ce qui est important, si on veut que ça fonctionne aussi, c'est qu'il faut faire travailler les équipes, d'où les focus group, d'où ce travail pour être en accord sur les priorités. Ce que je dis parfois, c'est que les priorités, quand même, ça peut être du niveau d'une direction qui va les définir, mais comment on va travailler dessus et échanger sur le sujet, comment on va travailler, ça peut se faire avec les collaborateurs. Donc, il faut qu'il y ait de la co-construction sur le sujet aussi, parce que c'est ça qui permet d'approprier. Et puis, il faut communiquer sur ces plans, voilà ce qu'on se donne comme objectif, et le mesurer. Je sais pas, on a dit, voilà, on est à 50% sur cette question. Pour nous, c'est clé et on veut améliorer. On se donne comme objectif d'être à 60 à la prochaine enquête et 70 ou 75 ou 80 à la suivante. Il faut se donner des mesures comme ça d'amélioration et s'engager ensemble pour pouvoir y arriver. Eh bien, écoutez, moi, j'étais ravie on est arrivé au bout, donc je ne peux pas prendre plus de questions. Je suis désolée. Par contre, n'hésitez pas à nous les poser sur la rubrique contact,
qu'elles soient pour nous ou qu'elles soient pour Aurore ou Laure, on leur transmettra et puis dans la mesure du possible, on reviendra vers vous pour y répondre. Ça fait partie du feedback également et donc on répondra aux questions. Moi, je tiens à remercier chaleureusement, mais vraiment avec une grande sincérité, Laure et Aurore. Merci infiniment toutes les deux. Merci à vous. Vos interventions étaient fantastiques et pleines de sens. J'espère que tous ceux qui sont derrière leur caméra ont appris des choses. Nous restons à votre disposition. Je vous souhaite le meilleur pour les jours et semaines à venir et puis au plaisir de vous recroiser dans un événement CX Club. À très bientôt. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir.